Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Pape Kabo, analyste politique, Alpha Oumar Diallo, consultant finance, Alfred Chongo, notre éditorialiste. Alpha Oumar, est-ce qu'il faut viser plus haut dans le gouvernement sud-soudanais au lieu de se rester finalement au niveau des ministres, etc. En fait, je pense qu'au niveau des sanctions, quand on regarde ce que fait la communauté internationale, à chaque fois c'est petit à petit. Ils ne touchent pas tout de suite à la tête. Ils visent d'abord ses plus proches conseillers, ses plus proches collaborateurs, pour que peut-être ceux-ci arrivent à le convaincre que la situation est devenue dramatique et que si rien n'est fait, c'est eux-mêmes qui vont en subir les conséquences. Et en plus, que le président se dise, OK, si on sanctionne tous ceux qui sont auprès de moi et que rien n'est fait, au final, c'est moi qu'on va atteindre. Donc du coup, je pense que la communauté nationale va step by step pour arriver à leur objectif. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la situation va s'aggraver, au fur et à mesure que la communauté internationale aussi va essayer de frapper plus fort. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on peut sanctionner le président Kiir, mais en plus, on peut aussi dire, on peut annexer le pays, faire en sorte que de faire des zones de limitation, comme cela a été fait en Côte d'Ivoire quand il y a eu la rébellion, la France s'est engagée, comme elle s'est engagée en Centrafrique, elle s'est engagée au Mali, les États-Unis peuvent faire la même chose, comme d'ailleurs les États-Unis l'ont fait en Sierra Leone quand il y a eu la rébellion dans les années 90. Alors, ce n'est pas non plus les mêmes intérêts au Soudan du Sud. Donc, voilà, est-ce que le fait que la communauté internationale ne fasse pas évoluer sa politique, sa diplomatie par rapport au Soudan du Sud, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'intérêt derrière? Les États-Unis, on sait que partout où il y a le pétrole, les États-Unis n'hésitent pas à venir parce qu'ils savent à la fin, quand il y aura la paix, ils ont un État qui a suffisamment de richesses pétrolières et à qui il va présenter les factures. Donc, du coup, si rien n'est fait, les États-Unis n'hésiteront pas à venir imposer leur paix et à la fin dire, OK, l'intervention pour la paix nous a coûté tant, rendez-nous notre argent. Ce n'est pas exclu. Hein. C'est ce que les États-Unis font au Moyen-Orient. Ils n'essaieront pas de le faire en Afrique. Hein. D'autant plus que je pense... Oui, non, mais je pense effectivement que par rapport au Soudan vraiment du Sud, le problème est que, l'initiateur justement de la scission, de la partition de ce pays et de l'accession à l'indépendance, ce sont les États-Unis. Ils sont en même temps conscients qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils sont en train de faire maintenant parce que la population sud-soudanaise est en train de souffrir et souffrirait encore si on allait au-delà de ces quelques sanctions symboliques qui sont en train d'être prises. Parce que les États-Unis sont engagés aussi sur d'autres terrains qui sont les plus porteurs pour eux, la Corée du Nord, la Chine, etc. Là, c'est vraiment pour marquer simplement le coup. Il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont en train de se rabibocher avec Bachir, donc au Soudan du Nord. Donc pour eux, effectivement, l'enjeu est plus de ce côté-là que du côté du Soudan du Sud, mais ils voudraient effectivement que ce soit les Nations Unies, vous voyez, ils déportent la responsabilité sur les Nations Unies, mais en même temps qui interpellent l'IGAD et puis l'Union africaine, parce que on n'arrête pas de le dire ici. On vous dit agenda 2063, mais voilà, ce sont les Africains qui doivent être à l'initiative. Mais l'initiative, c'est par là déjà, où un pays qui a été créé de toutes pièces ne dispose de rien, mais on ne voit pas concrètement quels sont les leviers sur lesquels l'IGAD et l'Union africaine s'appuient pour amener tous ces acteurs politiques-là autour de la table et se dire, prenons notre responsabilité en tant qu'élite politique sud-soudanaise pour travailler pour le bien-être de nos populations. Et c'est d'ailleurs une honte que ce soit les ONG qui interviennent pour subvenir aux besoins des populations sud-soudanaises. Ça c'est de la responsabilité des États et en particulier du Soudan du Sud. Pape Kabo? Je suis du même avis qu'Alfred pour ce qui concerne l'inertie de l'Union africaine, pour ce qui concerne la situation qui prévaut au Soudan du Sud. Mais je pense qu'en tout cas, que pour sortir de cette situation, il faudra effectivement continuer à la fois la dissuasion, les démarches diplomatiques, mais aussi les sanctions sont pour moi inévitables. Surtout pour ceux qui fautent, parce qu'ils perturbent toute une zone et ils entraînent de l'instabilité. Surtout que ceux qui en souffrent le plus, ce sont des populations vulnérables pour lesquelles les droits humains
impose une protection aux autorités. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les Nations Unies n'hésiteront pas à élever le niveau des sanctions si besoin est. Alors justement, on continue de parler du Soudan du Sud. Et effectivement, ce sont les populations qui sont en première ligne des souffrances. Et on aborde dans quelques secondes la question des enfants soldats dans notre grand angle. Alors, combattants, espions, démineurs ou encore kamikazes, ils sont 250 000 enfants à travers le monde à être enrôlés de force dans les groupes armés. Le tiers de ces enfants soldats se trouvent sur le continent africain et c'est précisément le cas au Soudan du Sud où l'on dénombre près de 19 000 enfants soldats. Et récemment, et grâce à un accord de paix signé il y a 2 ans entre les principaux groupes armés et le gouvernement, enfin des premiers résultats puisque 200 enfants ont pu être libérés, démobilisés et ramenés directement auprès de leurs familles. Siamlo, Victoria Sedji. Dans la région sud-soudanaise de Pibor, 210 enfants soldats ont été libérés des griffes de la guerre. C'est grâce aux efforts déployés par la mission des Nations Unies au Sud-Soudan et d'autres partenaires afin de lutter contre les recrutements d'enfants dans les combats entre les groupes armés. Certains avaient été pris de force, d'autres s'y étaient fait volontairement enrôler pour assurer leur survie suite au décès de leurs parents. La vie d'un enfant soldat était bien meilleure à la souffrance que je subissais dans certaines régions du Soudan du Sud. En tant qu'enfant, nous avions l'habitude de la famine. Personne ne nous donnait de la nourriture. Alors, j'ai intégré les groupes armés avec un objectif, combattre pour le Soudan du Sud afin qu'il puisse être hérité par d'autres. À ce jour, environ 728 enfants soldats sud-soudanais, dont 185 filles, ont été libérés. Nia Chwok, âgée de 14 ans, a passé 5 ans dans les zones reculées du pays en tant que messagère, cuisinière, porteuse et finalement combattante, servant dans les rangs d'un groupe armé proche de l'opposition. Aujourd'hui, pour les agences des Nations Unies, le plus grand défi consiste à les réintégrer dans leurs différentes communautés et organiser leur réinsertion. Ces groupes armés prétendent se battre pour défendre les droits des enfants, pour leur avenir ou celui du pays. Vous ne pouvez pas défendre l'avenir si vous détruisez l'avenir, parce que les enfants sont l'avenir. Alors travaillons ensemble, main dans la main, et veillons à ce que nos paroles soient mises en pratique. Le conflit sud-soudanais qui oppose les troupes loyales au président Salva Kiir à celles de l'ancien vice-président Riek Machar date de 2013. Dans cette crise politique, mais aussi humanitaire du fait de la famine qui sévit, plus d'1,7 million d'enfants ont été déscolarisés. En 2017, le plan international a prévu de venir en aide à plus de 110 000 familles, soit plus de 500 600 personnes, dont plus de 320 000 sont des enfants. Alors 200 enfants libérés sur 19 000, un chiffre énorme, un drame pour finalement toute une génération finalement. Tant que la guerre continuera, on va continuer de parler des enfants soldats et c'est précisément le cas pour un pays comme le Soudan du Sud, Pape Kabo. Hélas. J'ai envie de dire, de commencer par hélas, parce que en fait, dans le reportage, on nous montre un enfant qui dit qu'il a préféré s'enrôler comme combattant plutôt que de rester comme enfant orphelin dans la population, ses parents ayant été tués. Personne ne les prend en charge. Ça, ce sont les conséquences de la guerre. Un enfant n'a pas sa place dans ces endroits-là. Cet enfant-là, s'il avait ses parents auprès de lui, n'irait pas dans cette zone. Donc, tout le combat à mener, c'est de faire cette éducation pour la paix, pour que les gens comprennent que les enjeux du pouvoir, la plupart de ceux qui nous mettent dans ces situations-là, ce sont des querelles pour le pouvoir. Les gens ont cette boulimie, cette envie, cette cupidité, vouloir à tous les coups s'accaparer des privilèges pour ensuite ne pas montrer ses limites dans la gestion de missions qui incombent à ces personnalités à qui on verse ces privilèges. Vraiment, 210 enfants sur 19 000, c'est vraiment très peu. Mais c'est beaucoup aussi, parce que c'est quand même 200 vies qui ont été sauvées. C'est 200 jeunes maintenant pour lesquels il faut se battre pour les intégrer dans la société et se battre aussi pour leur réinsertion.
parce qu'ils ont goûté à la guerre et c'est tout autre chose. Oui. Le traumatisme que ça peut causer chez eux. Alfred Chango. Alors, moi, je dirais effectivement, sur 19 200, plus ceux qui avaient été déjà démobilisés avant, à peu près 1 millier, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. Ça, c'est vraiment une première chose. La seconde, c'est que si on veut vraiment aller jusqu'au bout de cette logique-là, on fait ce qu'on a fait au Libéria. Quand la guerre s'est arrêtée et que Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente pour la première fois. Il y a eu cet engagement fort, non seulement des Libériens, mais de la communauté internationale pour la démobilisation de tous ces enfants soldats. Et en mettant les moyens, parce que c'est ça qui compte, les moyens, le paquet. On me dira, mais le Libéria, ce n'était pas pareil puisqu'il y avait déjà un État constitué, donc c'était plus facile justement de démobiliser, soit. Mais il fallait aussi la poigne de la présidente de la République pour imposer justement à ces enfants soldats, parce que par moment, ils se révoltaient, ils reprenaient les armes, et puis quand tout le monde paniquait, elle venait au-devant de ces jeunes enfants pour leur dire, vous retournez dans vos campements, on récupère les armes, on s'occupera de vous. C'est ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Au Sud-Soudan, je crois qu'il faut qu'on aille aussi vers cette solution-là. Mais ça passe par la prise de conscience des dirigeants politiques. On l'a dit dans le reportage, c'est aussi flagrant. La communauté internationale, les institutions des Nations Unies sont là. Ce qui m'étonne toujours, c'est que on voit les institutions des Nations Unies et rarement les institutions africaines. Aucune institution de l'Union africaine, aucune institution de l'IGAD pour justement assurer ce que l'on appelle la souveraineté de l'Afrique, le panafricanisme, la renaissance de l'Afrique, aucune institution. Et donc on délègue tout aux Nations Unies. Mais on ne peut pas se contenter simplement de substituer au fusil, à la Kalachnikov, le sac d'écolier. Encore faut-il qu'il y ait un environnement qui permette au sortir de cette politique de réinsertion, que les enfants trouvent du travail, qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent se loger et qu'ils puissent être utiles à la société. Sinon, ils vont retourner dans le même cercle infernal. Oui, alors justement, quel avenir pour ces enfants, alors que beaucoup s'interrogent si finalement ce sont des victimes ou bien des bourreaux. Donc là, au niveau de l'insertion, ça ne doit pas être facile et ça demande tout un accompagnement. Oui, bon, en fait, comme on disait au début, dans ce genre de conflit, les victimes, ce sont d'abord les femmes et les enfants. C'est très, très regrettable. Mais en fait, moi, je pense que la question de réinsertion des enfants soldats au sud du Soudan, elle est prématurée parce qu'il n'y a pas la paix. À dire que, après ce que vous étiez en train de citer tout à l'heure, ce qui s'est passé au Libéria, c'est parce qu'il y avait déjà la paix, il n'y avait plus la guerre. Donc moi, je pense, à court terme, tout de suite, il faut stopper la guerre. Faire en sorte qu'il y ait la paix et qu'on prenne des décisions radicales, fortes, avec un fort engagement à l'intérieur et au niveau de la communauté internationale, de faire en sorte que les gens d'abord puissent revenir dans leur pays et qu'ils puissent être intégrés, et que maintenant, les enfants soldats pour moi, ce n'est pas des bourreaux. Ce sont non, ce n'est pas que ce sont des bourreaux, mais beaucoup s'interrogent. Et on l'a vu notamment dans le procès ouvert l'année dernière. Mais en fait, pour moi, ce sont des victimes parce que, bon... non, mais ils peuvent souffrir, ils peuvent être marginalisés, ces enfants-là. L'enfant dont Pape citait tout à l'heure, dans le reportage, c'est parce qu'il n'a aucune autre solution. Donc, pour ne pas souffrir, peut-être pour ne pas être violé, violenté, et se dire, OK, je vais être dans l'un des camps pour être protégé, en fait. Donc, du coup, pour moi, ces enfants-là, ce sont des victimes, comme les femmes, comme toutes les personnes qui sont faibles dans ce genre de conflit, qui subissent vraiment. Moi, donc, pour revenir aux questions des enfants soldats, parce que il faut prendre des mesures radicales. Une fois que la paix sera stabilisée, peut-être une partie des enfants qui veulent être scolarisés, les scolariser, d'autres qui veulent suivre des formations, les aider à suivre leur formation, et faire en sorte que ces enfants-là, qu'on ne les abandonne pas dans la nature, parce que sinon ils risquent d'être des bandits de grand chemin, de faire des cambriolages et ainsi de suite. Donc, les abandonner, je pense que ce serait quand même irresponsable, mais il est impératif qu'il y ait de l'autorité. Il faudra de l'autorité, et cette autorité-là devra se manifester par la prise en charge de la préoccupation de la gestion de l'avenir de ces enfants-là. Ceux qui sont
allés au front et ceux qui sont restés même dans la population. On ne peut pas attendre que la paix revienne, justement. Il faut mener les deux combats de pair. Le combat de la préparation de l'avenir des enfants, en investissant dès maintenant pour préparer la scolarisation, la formation et les perspectives d'insertion dans la vie active pour ces jeunes-là. Parce que plus on va attendre, plus ils vont prendre de l'âge. C'est maintenant que ces dispositions, ces mesures qui sont en train d'être prises devront intégrer dans le processus de négociation pour la paix la possibilité de permettre aux enfants qui le souhaitent de sortir dès aujourd'hui et ceux qui sont encore dans le doute de voir que les conditions sont en train d'être mises en place pour faciliter leur retour dans la population et leur insertion dans une vie active future. Je pense que les deux doivent être menés de pair. De toute manière, je pense aussi que le Sud-Soudan est quand même dans une situation, j'allais dire, entre deux. C'est-à-dire que c'est pas totalement la guerre, oui. C'est pas totalement la paix. La paix non plus, oui. Donc là, c'est vraiment, il y a une fenêtre où on peut s'engouffrer justement pour dire, mais enfin, ces 19 000 là. Bon, évidemment, depuis qu'ils ont commencé, ils ont grandi. Hein, oui, oui. Disait Pape, c'est dire qu'il y a un certain nombre aujourd'hui qui choisiront peut-être le métier des armes. Oui. Mais s'il faut effectivement penser à leur retour dans la vie civile, il ne faut pas attendre totalement leur sortie. Parce qu'on ne sait pas quand interviendra la paix. On ne sait pas quand interviendra la paix. Oui, merci. Merci beaucoup. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.